L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Aujourd'hui dans cette émission, l'heure de pointe, cap sur le monde de l'artisanat. Quelle différence entre une chambre des métiers de l'artisanat et la chambre de commerce? Comment se porte l'artisanat dans les Hautes-Pyrénées et comment préparer sa transmission de son entreprise ou sa retraite? Mardi prochain, à Bagnères-de-Bigorre, une réunion d'information sur ce thème est d'ailleurs proposée en partenariat avec la CARSAT. Pour en parler, je reçois le président de la chambre des métiers de l'artisanat du département des Hautes-Pyrénées. Bonjour Daniel Pugès. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes accompagné de Margot Hérin. Bonjour Margot. Bonjour. Vous êtes chargée de développement économique donc au sein de la Chambre des métiers et vous êtes référente pour la transmission d'entreprise. On parlera bien sûr de cette opération que vous faites, je le répète, donc le mardi prochain donc à Bagnères-de-Bigorre. Ensemble, nous allons évoquer aussi l'avenir des jeunes. Faut-il remettre en avant les CAP, BEP et bac professionnels? On prend le temps de découvrir donc la Chambre de métiers dans cette émission. Daniel Pugès, vous êtes président depuis 2010. Tout à fait. Mais vous êtes là depuis de nombreuses années, oui, actif à la Chambre des métiers de l'artisanat. Qu'est-ce qui vous a motivé pour être aussi présent et prendre la présidence? Alors, effectivement, je suis rentré en chambre de métier en 1989. J'ai été élu membre du canton de Séméac, installé en tant que chef d'entreprise en électricité à Barbazan-de-Bade depuis avril 88. Le besoin de servir, l'envie de rendre service, accompagner les entreprises. Quand je me suis installé, j'ai été accompagné par la Chambre de métier de l'artisanat des Hautes-Pyrénées. J'ai passé mon brevet de maîtrise, donc formation, et je me suis dit que cette structure qui est gérée par des élus, des chefs d'entreprise qui sont élus au moment d'élection en chambre de métier, qui sont renouvelables tous les 5 ans, sont au service de l'ensemble des entreprises artisanales des Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, nous avons plus de 9000 établissements dans les Hautes-Pyrénées et nous avons vocation de les accompagner pour la création, pour la transmission, pour le développement, pour la formation, pour l'embauche. Voilà, on est présent aux côtés des chefs d'entreprise. Et cette réelle envie de servir le secteur des métiers, de servir bien entendu mon territoire avant tout, puisque je suis un Haut-Pyrénéen de naissance, et je crois qu'il faut le faire, il faut y croire et il faut s'investir un maximum pour ne laisser personne sur le bord de la route. Les entreprises ont besoin de nous, on est là, il faut qu'elles le sachent et je les remercie. Et puis je salue d'abord tous les auditeurs que vous avez, bien entendu, j'aurais dû commencer par ça, leur dire qu'on sert pour eux, c'est leur outil géré par des collègues. Voilà. Comment se porte d'ailleurs le monde de l'artisanat, particulièrement dans le département de Haute-Pyrénées? Est-ce que vous avez des défections d'entreprise? Alors, le monde de l'artisanat se porte un petit peu comme le monde en général, c'est-à-dire qu'il est en souffrance aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'activité soit florissante, on ne peut pas dire que l'embauche soit facile, on ne peut pas dire que l'achat de matières premières soit facile, on ne peut pas dire que l'énergie coûte pas cher pour les entreprises qui sont de gros usagers d'énergie. Je pense aux boulangers, je pense aux carrossiers, aux mécanos qui ont des notes d'électricité très élevées. Malgré tout, la particularité qu'a le chef d'entreprise, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, c'est de répondre par la réaction immédiate, par la réactivité, par la reconstruction de projets à toutes les crises. On a des crises depuis que le monde existe. On a vécu quelque chose que personne ne pouvait imaginer, c'est la crise sanitaire, où du jour au lendemain, les exploitations ont cessé. Malgré ça, le tissu économique d'Hautes-Pyrénées n'en a pas trop souffert. On a toujours dans les vallées des chefs d'entreprise qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tard. On a dans toutes les vallées des exploitants qui sont présents, qui font à la fois le lien social, le lien sociétal, qui font la richesse du territoire parce que leur activité n'est pas délocalisable. Un homme et une femme qui se lèvent tous les jours exploitent une entreprise qui est au service de la citoyenneté haut-pyrénéenne et dont les produits sont réinjectés dans le tissu économique de Haute-Pyrénées. Et ça, il faut le souligner. Donc moi j'invite tous les auditeurs à faire leur achat dans les boutiques de proximité, à faire vivre le tissu économique local, aller chez le petit artisan, petit c'est péjoratif parce que ce sont des grands hommes et des grandes femmes, mais aller dans les tissus artisanaux pour faire vos achats et vous verrez qu'on continuera à tirer notre épingle du jeu. Est-ce que quelque part le monde de l'artisanat se porte un peu mieux que celle du commerce? Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on peut acheter via Internet, mais si on veut se mettre une prise, on ne peut pas aller sur 3W, je mets une prise. Alors... et donc, si vous changez, si je suis obligé d'une fuite, je vais faire appel à un sanitaire. Et si j'ai besoin d'un charpentier, alors que c'est vrai que le commerce, par rapport à l'artisanat, a une concurrence peut-être mondiale.
Alors c'est un bel exemple que vous avez pris par rapport à des travaux qui sont les travaux purement de main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans tous les métiers qui touchent la conception de produits dans le bâtiment, dans l'alimentaire, ce sont des confections qui sont dites artisanales, qui sont de qualité. Cela ne souffre pas trop de l'achat dématérialisé et de l'achat mondial. Il est clair que l'action de commerce pure, elle souffre des achats et des achats pas chers et des confections pas chères et des fois des confections qui sont faites par une main-d'œuvre qui est plus qu'exploitée. C'est vraiment l'esclavage industriel. Nous, en ce qui concerne du textile, hein, par exemple. Oui, pour pas le citer, le textile, pour pas citer certaines marques chinoises qui envahissent aujourd'hui le territoire. Mais je me mets à la place du citoyen qui a un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui affaibli, qui est diminué et qui veut malgré tout s'habiller, qui veut avoir la possibilité de se faire plaisir, de faire plaisir à son entourage familial. Il est clair que si l'achat est de qualité moindre, il permet aussi peut-être de le renouveler plus souvent. Et quand il est moins cher, il est utilisé plus facilement qu'un achat qui est dit, soi-disant, plus cher. Mais est-ce que, et je le dis souvent moi en rigolant, est-ce qu'une Mercedes c'est plus cher qu'une Clio? Pas forcément. Pourtant les deux véhicules permettent de ne pas se mouiller quand il pleut et permettent de se déplacer d'un point A à un point B. Mais il faut des portefeuilles pour les uns et des portefeuilles pour les autres. Chacun peut acheter ce qu'il souhaite acheter. Et aujourd'hui, l'artisan... Ce qu'il peut. Oui, ce qu'il peut. Mais l'artisan... Sur les deux exemples que vous avez donnés. L'artisan tire son épingle du jeu parce que il fait de la qualité. Et qu'on le veuille ou non, certains produits qui sont moins chers sont malheureusement bien souvent moins bons. Alors, il n'est pas forcé non plus que le plus cher soit meilleur, mais malgré tout, le plus cher a une qualité différente. Et c'est ce qui permet aujourd'hui au tissu artisanal de démontrer sa force par la qualité, la présence, et puis surtout les amplitudes horaires, parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, un artisan, c'est là tous les jours, 24 heures sur 24. Je dis au préambule de cette émission, on fait un cap sur l'artisanat, différence entre chaque métier ou celui du commerce. Comment on fait pour savoir si demain on veut une entreprise, si on dépend des commerces, des métiers ou des deux? Comment ça se passe? Et à quoi elles servent ces deux chambres consulaires? Alors, les deux chambres consulaires sont au même titre que la troisième qui existe en France, c'est la chambre de l'agriculture. Elles sont indispensables pour un bon fonctionnement de toutes les structures. Chacune a sa vocation. Une chambre d'agriculture, on le sait tous, c'est les agriculteurs. La chambre de commerce et d'industrie ne figure pas le terme artisanat. C'est commerce, industrie. C'est l'action de production de grande envergure et c'est l'action de commercialisation de produits. Et la chambre des métiers de l'artisanat, c'est tout ce qui est transformation de matière. Dans tous les métiers. On a plus de 250 métiers aujourd'hui dans l'artisanat. Chaque fois qu'on va transformer de la matière, chaque fois qu'on va créer quelque chose avec de la matière, on est artisan. Et la double immatriculation, c'est le boucher charcutier qui fabrique son boudin, qui fabrique sa charcuterie et qui la commercialise. Donc l'action de commerce, il la vend. Le coiffeur, s'il vend des bijoux, s'il vend des shampoings, même si les coiffeurs, il touche la matière, c'est les cheveux, il est exploitant de l'artisanat. Mais le fait de vendre un produit, il devient commerçant. C'est l'action de commerce. Double inscription. C'est ce qu'on appelle la double immatriculation, avec une priorité à l'immatriculation chambre de métier de l'artisanat. Aujourd'hui, on a les restaurateurs, on a les fromagers. Un fromager qui fait de l'affinage, il est inscrit au répertoire des métiers parce que il prend du lait, il prend tout ce qu'il a besoin pour faire un fromage. Ça, c'est la partie artisanale. Mais derrière, quand il le vend, c'est la partie commerciale. C'est un petit peu ce qui met le flou aujourd'hui au niveau du législateur qui considère que nous sommes des cousins très proches. On est cousins, oui, c'est vrai. On a une partie d'ADN commune. Mais chacun doit garder son précaré et chacun doit apporter un service indispensable aux ressortissants chambre de métier et les CCI aux ressortissants commerce-industrie. Et c'est comme ça qu'on va arriver à accompagner l'entreprise, la TPE, où il y a un salarié avec un apprenti, et les sociétés comme Knauf, Socata, Daher, où il y a des centaines d'apprentis. Ce sont deux structures identiques avec des produits, des charges, un fonctionnement, compte d'exploitation, bilan, mais complètement différentes dans l'ADN profond de la constitution même de l'entreprise. Un artisan qui travaille toute sa journée, comment vous avez fait pour vous impliquer comme ça dans la chambre? Parce que, c'est une obligation, une formalité obligatoire si on veut démarrer, s'inscrire, donc avoir son fameux sirène à la chambre des métiers si on dépend, donc effectivement, vous l'avez dit, à la chambre des métiers. Pourquoi vous avez eu cette envie de quelque part d'être un peu un syndicaliste de votre représentation du monde de l'artisanat? Alors pourquoi j'ai eu envie? Je vous sens un peu, vous avez des fois des revendications un peu syndicalistes. Alors bien sûr, je suis encore aujourd'hui adhérent
une organisation professionnelle, puisque dans les métiers de l'emploi, des employeurs, ce ne sont pas des syndicats, mais ce sont des organisations professionnelles. Je suis, moi, à la Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment des Hautes-Pyrénées depuis 1987, époque où je présentais mon brevet de maîtrise, et j'y étais en tant que membre sympathisant, et en 88, j'ai pris mon adhésion, et j'ai toujours honoré mon paiement à l'adhésion, puisque même encore aujourd'hui, j'y suis. Je crois que quand je suis rentré à la Chambre de métier pour faire mon brevet de maîtrise, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de compétences dans cette maison. Et moi qui sortais d'Alstom, je n'avais aucune compétence en matière de gestion, en matière de logistique, en matière commerciale pour gérer ma petite entreprise. Donc j'avais une volonté, c'était celle d'exercer un métier, mais je ne savais pas le faire. Ben, je me suis servi de la Chambre de métier depuis le premier jour et je m'en sers encore aujourd'hui. Elle m'a aidé à tout faire. Elle m'a aidé à m'installer, elle m'a aidé à me former, elle m'a aidé à éviter de passer dans des impasses où ça aurait été compliqué d'en sortir. Elle m'a accompagné pour le développement, elle m'a accompagné pour les financements, elle m'a accompagné et elle m'accompagne encore et elle va m'accompagner pour la cessation d'activité aussi, puisque mardi, je serai présent à cette réunion à Bagnères avec la CARSAT, où je vais aller faire valoir mes droits à la retraite. Je vais faire 67 ans, il est temps que ça arrive, voilà. Donc, mais c'est avec un immense plaisir et de la facilité que je suis rentré en Chambre de métier, parce que je devais, à minima, rendre à cette structure ce qu'elle m'a apporté, et ce qu'elle m'apporte encore aujourd'hui après 38 ans d'activité, quoi. Merci la Chambre de métier. Oui, on le sent que vous êtes vraiment... voilà, vous avez envie de promouvoir cette belle maison et cette belle structure. Bien sûr. En parlant de formation, parce qu'on va évoquer ce volet formation, hein, on va s'apercevoir que les CAP, BEP, Bac Pro, ce ne sont pas des voies de garage. Au contraire, aujourd'hui, si on cherche un électricien, si on cherche un plombier, si on cherche un maçon ou même un charpentier, on a du mal à en trouver. Donc, alors, et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont difficiles, hein, un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, notre jeunesse n'a pas trop envie de se mettre les mains dans la cambouis? Je ne sais pas, vous allez nous répondre à cette question. Mais avant, il y avait une formation obligatoire, hein. Je me souviens, pour avoir été inscrit à une époque à la Chambre des métiers, j'avais trouvé ça un petit peu embêtant de suivre cette formation, et contraignant, et puis il fallait la payer, et puis il fallait y aller. Et en fait, quand on ressort de cette formation, on dit merci à la Chambre des métiers. Elle n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que vous le regrettez? Bien entendu. Comme toute bonne chose qui n'existe plus, ben, ça pénalise. Et ça pénalise aujourd'hui les nouveaux chefs d'entreprise. On est passé d'une formation qui était payante, certes, mais qui était qualifiante, qui n'était pas diplômante, mais qui était valorisante. C'était le stage préalable à l'installation, où tout chef d'entreprise passait sur les bancs de la Chambre de métier, rencontrait tous les partenaires qu'il pouvait avoir dans son parcours professionnel et avait surtout une orientation, un accompagnement, un soutien, une aide qui était vraiment spécifique à sa profession, à son métier, à son statut juridique. Le stage préalable à l'installation a été remplacé par une plateforme qui s'appelle la plateforme INPI, où aujourd'hui on s'installe avec 3 clics. Je crois que c'est Raffarin qui avait dit pour créer un SARL à l'époque il fallait 1 franc et il fallait 2 clics. Aujourd'hui avec 3 clics vous créez une activité professionnelle. Sauf que derrière, ça arrive en chambre de métier, parce que nous les inscrivons encore aujourd'hui, et quand il manque une pièce, eh bien, quelque part, on est le détracteur du bon fonctionnement. Mais on ne peut pas s'inscrire si on n'a pas la totalité du dossier bien verrouillé. Et cette plateforme prive le contact humain avec des chargés de clientèle qui sont nos agents économiques, et Margot le fait régulièrement quand elle est dans la transmission d'entreprise, c'est d'écouter le porteur de projet en création, d'écouter le cédant en transmission et de voir avec cette personne comment on peut au mieux répondre à sa problématique. Et c'est indispensable pour, je crois, la pérennisation de nos entreprises. Il y a certains secteurs d'activité où il faut le diplôme. Je pense par exemple au coiffeur, il faut avoir un diplôme qualifiant pour s'installer coiffeur. On peut être salarié, mais pour être à son entreprise... La qualification est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui dans tous les métiers. Il faut qu'il y ait une qualification. Si demain je n'ai pas le CAP électricien, je ne peux pas m'installer électricien. Si, à condition de justifier de 5 ans d'ancienneté dans la pratique du métier. D'accord. Voilà, donc il y a des passerelles qui font que si on n'est pas diplômé avec la certification diplômante, on peut l'être par ce qu'on appelle presque de la VAE aujourd'hui, c'est-à-dire une ancienneté dans la pratique du métier. Et pour en revenir au coiffeur, l'exemple il est pertinent dans la mesure où il fallait un BP pour ouvrir un pas de porte, c'est-à-dire ouvrir à la clientèle une parcelle de rue dans laquelle on rentrait dans un salon de coiffure. Obligatoire, le brevet professionnel. Les coiffeurs à domicile, il n'y a plus le brevet professionnel. Et les micro-entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas de brevet professionnel non plus.
Ce qui fait que même cette forme de protection qu'il y avait, parce qu'il faut savoir qu'un coiffeur vous met des produits chimiques sur la tête, et à un moment donné, ça peut être dangereux. Donc il y a une formation spéciale et spécifique. Ben, ça s'est perdu petit à petit, tout simplement pour la simplification. On en parlait avec le SPI, c'était soi-disant compliqué de passer 4 jours, de payer à l'époque 200 € pour 4 jours de formation. Quand on sait ce que ça rapporte à l'entreprise, c'est vraiment epsilon en dépenses. Ben, aujourd'hui, on n'a plus cette dépense, mais on n'a plus la qualité d'entreprise. Et dans le répertoire des métiers aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 80% de nouveaux arrivants qui sont sous le statut, sous le régime de la micro-entreprise. C'est ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, mais aujourd'hui, c'est le micro-social. Statut juridique qui est obligatoire en chambre de métier que nous inscrivons depuis 2010, depuis la loi Novelli. À partir de là, on se rend compte que les formations CAP, BEP, Bac Pro, qui étaient les formations en alternance et les formations en apprentissage dans les CFA de chambre de métier, ben elles ont baissé aussi. Parce qu'il est clair que celui qui prend un statut de micro-social, il n'a pas derrière l'idée de pouvoir créer, développer et faire de la formation et créer de l'emploi. Donc c'est un peu plus complexe. Quelqu'un qui est pas en micro-entreprise ne peut pas prendre un apprenti. Alors il est plafonné au niveau du chiffre d'affaires. Oui. Et s'il veut prendre un apprenti, il y a en face d'un contrat d'apprentissage, puisque c'est un contrat de travail, une rémunération. Et il faut un minima que l'entreprise fasse des produits pour pouvoir sortir des charges. Et donc on est au-delà. Et à un moment donné, il faut basculer dans le régime de droit commun. Voilà. D'accord, c'est un peu la différence. Et il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Est-ce que c'est une bonne, d'après vous, une mauvaise chose, la micro-entreprise? Alors, la les auto-entrepreneurs. La micro-entreprise, c'est une très bonne idée. Et le statut de micro-entrepreneur, c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on disait, allez-y, essayez. Et si ça vous plaît, vous validez. Mais l'utilisation qui en a été faite et les lois qui ont été écrites autour en disant, ben vous vous inscrivez et puis vous déclarez pas et puis demain, quand vous aurez le temps, vous irez vous inscrire en chambre. Non. Aujourd'hui, on a trop de gens qui ne déclarent pas. Et trop peu de gens qui s'en servent comme un strapontin pour la création d'entreprises. Ceux-là sont valorisés. Parce que pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils vont essayer quelque chose. Si ça ne marche pas, ils vont faire autre chose. Mais si ça marche, eh bien, ils vont aller à la chambre de métier, ils vont aller à la chambre de commerce, et ils vont déclarer une activité. Et ils vont créer de l'emploi, créer de la richesse, et ils vont se faire plaisir. Mais il faut que ce statut soit encadré. On va demain commencer à voir arriver, depuis 2010, ça fait 15 ans, des personnes qui, malheureusement, ont utilisé un statut qui était facile d'accès, qui était agréable de fonctionnement, pour finir dans une forme de précarité sociale. Il faut savoir qu'un trimestre de cotisation, il ne suffit pas de le déclarer, il faut qu'il soit financé pour pouvoir être enregistré. Et pour valider les trimestres pour la retraite, il faut de l'activité, il faut déclarer du chiffre. Si on déclare 0 pendant 20 ans, eh bien on aura une retraite qui n'existera pas. Et on sera dans la précarité sociale. Il y avait dans la formation la mise en place, lorsqu'on n'est pas bien sûr un auto-entrepreneur, la règle pour les cotisations sociales. Alors à l'époque, on faisait attention à la 3e année, parce qu'il y avait un rappel des 2 dernières années, et là, presque toute la formation était attention, mettez l'argent de côté. C'est ça. Mettez l'argent de côté, parce qu'au début, vous allez être très peu, on appelle la cotisation qui est moindre. Ne gaspillez pas tout l'argent, puisque dans 3 ans, il y aura un rappel des 2 dernières années de charges. Et vraiment, je me souviens, le formateur mettait ça en avant beaucoup. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou c'est plus simple? C'est vrai qu'aujourd'hui, auto-entrepreneur, on déclare le chiffre d'affaires, on a toutes les cotisations, à la fin du mois, il y a un prélèvement qui se fait, c'est ça, sur le déclaratif. C'est quand même, ça c'est redoutable, c'est quand même une simplification incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, où on a simplifié un peu pour le monde de l'entreprise et de l'artisanat? Alors aujourd'hui, c'est lycée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la 3e année qui va prendre la provisionnelle précédente. Voilà, c'est parce qu'on a les cheveux blancs et du coup, aujourd'hui on paie nos charges sociales au fur et à mesure qu'on fait nos déclarations. Oui. Voilà, et l'année suivante, il y a le réajustement qui est fait. On enlève la provisionnelle de l'exercice précédent et on rajoute le déclaratif de l'année suivante. Et ça se fait rapidement. Il n'y a pas, disons, de crainte. La crainte, elle est plus liée au fait que l'on peut confondre bénéfices et tiroir-caisse. Oui. Et là, c'est un peu plus difficile, parce que quand on voit qu'il rentre une certaine manne d'argent dans une activité, quelle qu'elle soit, une activité professionnelle, ben, il faut savoir que de ce billet de 10 € qui est rentré, ben, il n'y a pas 10 € pour l'exploitant. Il y a déjà 50% qui partent en charge sociale, il y a tout ce qui va partir sur la fiscalité, il y a tout ce qui va partir sur le fonctionnement et sur les charges fixes, et à la sortie, sur 10 €, quand il reste 3 € ou 2,50 €, on se dit, ça, c'est le résultat. C'est le bénéfice de l'exploitant. Et c'est ce qui sert de base à la cotisation de l'année suivante. Eh oui. Donc il faut être prudent. On les oriente, on les forme là-dessus. On les forme.
Si une entreprise rencontre des difficultés, elle peut aussi venir vous voir pour dire, voilà, j'ai des difficultés, j'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? Alors, ça serait bien que tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils sont dans l'exploitation, quelle que soit leur activité, qu'ils aillent rencontrer leur chambre consulaire dès que ça commence à devenir compliqué en matière de trésorerie. N'attendez pas que la catastrophe soit déjà développée pour dire que vous avez besoin d'un soutien. On voit trop souvent des entreprises qui arrivent ou qui vont même dans les tribunaux de commerce. J'étais à la séance solennelle hier au tribunal de commerce. J'étais avec le président du tribunal de commerce qui me disait que quand les entreprises arrivent, elles sont directement en liquidation judiciaire parce qu'elles n'ont pas anticipé. Et je fais un appel au banquier. Le banquier, quand il voit que la trésorerie de l'entreprise sur le compte, elle est en train de se diminuer petit à petit et qu'il y a des charges à venir, mais il faut qu'elle intercepte un petit peu ce compte et qu'elle dise à son client, attention, vous allez vers le rouge. Et nous, on est là avec les agents économiques pour chercher quel curseur on peut bouger pour éviter de partir à la catastrophe. Ce sont des drames familiaux. Une entreprise qui cesse son activité, elle n'a pas pignon sur rue au niveau des médias. On va parler aujourd'hui de Stellantis qui va faire du chômage, mais on ne parle pas de tous ces artisans, hommes et femmes, qui se retrouvent dans la précarité sociale parce qu'ils n'ont pas droit au chômage quand ils cessent leur activité. Et du jour au lendemain, voilà, parce qu'on n'a pas acheté le pain chez le boulanger ferme. Il y a un boulanger, 4 ans d'activité, qui a cessé son activité. Oui. Il a jeté l'éponge parce qu'il n'en peut plus d'être ponctionné. Alors on dit que les charges sont payées par les clients. Oui, mais c'est l'exploitant qui les facture aux clients. Et quand la concurrence est rude, on minimise les charges, on minimise les produits, et on a les charges qui nous pénalisent davantage. Donc il faut faire en sorte de tirer le signal d'alarme, et tous les acteurs qui sont proches de l'entreprise, experts comptables, banquiers, même des partenaires que sont les grossistes. Un grossiste à qui on demande une échéance supplémentaire de paiement, c'est parce que ce mois-ci on ne peut pas le payer. Ça veut dire qu'il y a quelque part une petite notion de risque dans la trésorerie. Allez voir les chambres consulaires, allez voir un agent économique et vous serez accompagné, vous ne serez pas tout seul. L'administratif prend aussi beaucoup de place. Qui ne connaît pas un artisan quand on a son véhicule où s'entassent des bons de livraison, le facturier, des papiers un peu partout. C'est peut-être ça aussi, malheureusement, quand on a le main dans les cambouis, qu'on travaille et qu'on fait les chantiers. Mais l'administratif, on le laisse un peu de côté et des fois, on oublie de payer ou de compter, de comptabiliser. C'est une des difficultés aussi du monde artisanal. Et je voudrais qu'on en profite aussi donc, pour dire comment on peut y arriver, mais surtout, beaucoup d'artisans ne répondent pas, on en parlait au préalable en préparant cet entretien, aux appels d'offres. Les appels d'offres sont des usines à gaz des collectivités territoriales, obligatoires bien sûr, mais certains n'y répondent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas faire. Et donc, ça limite aussi du travail pour eux. Oui, alors, deux volets dans ce que vous me dites. Le premier, c'est la lourdeur administrative. Il est clair que c'est compliqué. C'est ce qui a fait l'attrait, justement, pour la micro, c'est qu'il y a moins de paperasse, il y a moins de livres de comptabilité à tenir. Voilà, c'est du déclaratif, c'est sur l'honneur, on déclare et on paye. Une entreprise qui est une entreprise avec un statut juridique impose des lourdeurs administratives, mais il a été créé des plateformes d'accompagnement. Il y a des formations déjà initialement. Moi, j'ai fait mes formations à la chambre de métier pour pouvoir tenir ma comptabilité au réel, pour pouvoir faire ma démarche commerciale, faire ma protection juridique. Il existe dans les chambres consulaires tous les moyens de formation pour pouvoir amener les compétences aux chefs d'entreprise. Ensuite, il existe également tous les soutiens en interne. Et puis, il y a des plateformes qui sont créées où vous avez le standard téléphonique qui est externalisé, vous avez le secrétariat qui est externalisé, vous avez les services comptables qui sont externalisés. Il faut utiliser les compétences de tous ces partenaires qui ne sont pas uniquement des charges financières, mais qui sont un partenariat pointu. Et ça, il faut l'utiliser, ce partenariat. Vous dites que malgré un emploi du temps chargé d'un artisan, venir passer une demi-journée ou une journée en formation chez vous, c'est pas du temps perdu. Non, c'est semer la petite graine pour récolter derrière. Les bénéfices, on les récolte quand on a fait les formations. Et il faut savoir se déshabiller pour acheter un costume, permettez-moi l'expression. Tout à fait. Appel d'offres, vous m'avez posé la question. Oui. Appel d'offres, nous avons mis en place aujourd'hui dans les chambres de métier des formations spécifiques
pour pouvoir amener la compétence aux chefs d'entreprise pour répondre aux appels d'offres qui ont été simplifiés. Michel Pellieu, président du département de Haute-Pyrénées, a fait le nécessaire pour justement simplifier, a fait des prestations de services en chambre de métier avec des soirées thématiques dans lesquelles ces agents venaient expliquer le dossier pour répondre aux appels d'offres. Et je me bagarre systématiquement parce que j'ai horreur de voir des plaques minéralogiques hors département venir prendre des parts de marché à nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que nos entrepreneurs puissent avoir la compétence de répondre. C'est simplifié, on est accompagné, prenons le dossier, on va le faire ensemble. La partie professionnelle, la partie chiffrage, elle incombe au chef d'entreprise. Mais la partie administrative purement, elle peut incomber à un agent économique qui va mouiller la chemise pour le chef d'entreprise. On va parler dans quelques instants effectivement de la retraite et de la transmission. Je voudrais qu'on continue avec vous, Président, pour parler de la formation. Deux volets sur la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, les métiers manuels sont malheureusement déclassés par l'éducation nationale ou par les parents qui souhaitent que tout le monde ait des diplômes plus? Ou est-ce qu'aussi, quelque part, les jeunes ne veulent plus mettre la main dans le cambouis et être sur un toit quand on est charpentier, quand il fait chaud, quand il fait froid l'hiver, être dans les courants d'air lorsqu'on refait des maisons, plaquistes, électriciens, sanitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, les jeunes ont un engouement pour les métiers manuels ou alors c'est vraiment cette orientation qui se fait très mal? Alors, pour être honnête avec vous... Il y a un peu de tout, vous allez me dire. Je réfléchissais au fur et à mesure de votre question. C'est compliqué de répondre. On ne sait pas où vont les jeunes. On ne sait pas quel est l'objectif que souhaitent atteindre les jeunes. Je ne vais pas dire qu'ils sont un petit peu perdus dans le monde, mais quelque part, on ne leur a pas donné les objectifs que nous avions quand nous avions leur âge. Un gamin va venir dans l'apprentissage parce qu'il aime la coiffure. Et ça fera un chef d'entreprise certainement diplômé, qualifié et qui aura pignon sur rue et qui aura des salariés, et qui gagnera bien sa vie. Parce qu'on gagne bien sa vie dans l'artisanat quand on travaille sérieusement. D'autres gamins ne savent toujours pas aujourd'hui ce qu'ils veulent faire. Cela, on peut les accompagner. On a des SAS au niveau de CMA Formation où on va faire rentrer des gamins pour découvrir un petit peu les métiers. Savoir s'ils sont plus sur des métiers de bouche, s'ils sont sur des métiers du bâtiment, s'ils sont sur des métiers de service, s'ils sont sur des métiers de production. C'est les 4 familles qui composent aujourd'hui les métiers de l'artisanat. Et à partir de là, on va essayer de voir dans les fichiers que l'on a d'entreprises qui attendent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des offres qui sont non pourvues. Je le dis, je me bagarre pour ça. Un chef d'entreprise aujourd'hui attend de faire un contrat de travail avec un jeune, mais il n'y a pas le public en face. On va essayer d'amener à ces jeunes une solution professionnelle. On va les encadrer, on va les suivre, on va les former, on va leur apprendre ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est la vie. Peut-être à certains leur apprendre ce qu'est la langue française. On a de tout. On a des publics qui arrivent de toute origine. Mais on a la satisfaction, et croyez-moi, je le dis avec du brillant dans les yeux, de voir que des gamins qui sont en perdition, au bout de 3 mois, ce sont de purs citoyens. Et ils passent 2 ans dans un contrat d'apprentissage et l'entrepreneur veut le garder parce que le jeune, c'est ce que j'appelle une pépite. On a des pépites. On a des jeunes aujourd'hui qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans. Même plus, l'apprentissage va jusqu'à 30 ans. Mais on a des gamins qui étaient en mal de vivre, qui étaient en perdition, qui étaient presque en échec social et qui, du jour au lendemain, deviennent de vrais collaborateurs d'entreprise. Ils croient en ce métier, ils croient en leur avenir, et on a des exemples typiques dans les Hautes-Pyrénées où on a des exploitants aujourd'hui qui sont passés par les bancs du CFA de l'époque, de l'école des métiers derrière, et de CMA Formation, et aujourd'hui sont chefs d'entreprise avec 18-20 collaborateurs. Et ils sont dotés d'un CAP, ils n'ont pas fait des hautes études, mais ils ont fait quelque chose qui leur tenait à cœur. On voit revenir vers nous aujourd'hui des gamins qui arrivent avec des masters, qui arrivent avec des licences, qui arrivent avec des diplômes d'ingénieurs, tout simplement parce que ils sont restés sur les bancs de l'école, parce qu'on les a un petit peu contraints. On leur a dit non, t'es trop fort pour aller faire un apprentissage, reste là, tu vas faire du général, tu vas faire médecine, Et derrière, ils arrivent parce qu'ils veulent être tout simplement boulanger, charcutier, ou électricien ou plombier. C'est la faute à qui? Aux parents, à l'éducation nationale, un peu aux deux? Est-ce que nous, parents, est-ce qu'on n'est pas aussi à vouloir le meilleur, qui soit dans un lieu climatisé quand il fait chaud et au chaud quand il fait froid, avec un salaire, on imagine toujours que quand on est bardé de diplôme, donc le salaire va avec, alors que quand on voit la main d'œuvre chez son mécanicien,
elle dépasse celle d'un ingénieur. Mhm. Bon, bien sûr, tout ne va pas dans la poche du mécanicien, mais quand même, aujourd'hui, c'est aberrant. Ça s'est Et amélioré, affolant. ça s'est amélioré. Mais quand on est Oui. parent, on souhaite tous que les enfants gagnent le maximum d'argent en travaillant le moins longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. À un moment donné, il faut essayer de bouger tous ces paramètres et se dire que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un que de travailler avec plaisir tous les jours et de se lever tout le matin sans avoir mal au ventre. Combien de personnes se suicident dans les entreprises parce que la DRH leur a mis la pression? Combien de personnes changent d'activité au cours de leur carrière professionnelle parce qu'ils ne s'entendent pas avec un chef d'équipe? Dans l'artisanat, on s'entend avec tout le monde parce qu'on est tout seul. Mais vous pensez que tout le monde est capable d'être gestionnaire d'une entreprise? Ou faut-il quand même pas avoir une fibre pour être... Alors, il est incontestable qu'il faut avoir une fibre. Il faut presque ne pas trop s'aimer parce qu'on se fait violence. Hein. Voilà, on se lève le matin quand il fait soleil, on se couche quand la lune est déjà sortie. Du coup, aujourd'hui, c'est aussi Et une on histoire bosse. de famille et de couple. Parce que, Bien sûr, je veux l'équilibre dire, de couple. quand Oui. la personne est tout le temps dehors, ça peut aussi engendrer Bien sûr. dans la famille, dans le couple. Bien sûr. Les 5 semaines de congés payés, cette notion-là, un artisan il a du mal à prendre ces 5 semaines. Il est prêt en plusieurs fois les 5 semaines, Ouais. voire en plusieurs années. Donc, Mais pour en revenir à ce que vous dites, l'équilibre familial, moi, si j'ai pu faire ce que j'ai fait, c'est grâce à mon épouse avant tout, parce que vraiment, elle a souffert de mon absence. C'était compliqué jusqu'au dimanche midi de dire non, je suis dans l'entreprise. Et j'avais le dimanche après-midi uniquement pour m'occuper à la fois de mon épouse, de mes enfants, de ma maison, et c'était compliqué. Et c'est comme ça depuis 37 ans. Mais elle a fini par croire aussi que c'était important de rendre ce qu'on avait pu récupérer quand je me suis installé. Et cette notion de partage, elle est fondamentale pour pouvoir tenir et pour pouvoir résister avec tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est compliqué aujourd'hui, hein. Même entre nous, chefs d'entreprise, des fois, vous savez, moi je vais chez mon grossiste chercher du matériel, je serre la main à toutes les personnes qui sont là, y compris les clients, bonjour, bonjour, bonjour. J'ai des collègues, j'appelle ça encore des collègues, qui rentrent, qui prennent le matériel, qui s'en vont, et dont on ne connaît que le numéro de matricule parce qu'ils sont référencés chez le grossiste. Ils ne discutent pas, c'est dommage. C'est dommage. On est soi-disant dans la plus grande ou la première entreprise de France. Quand on est tous dans la même entreprise, on essaie de collaborer tous ensemble et on essaie de se respecter. Et le respect, ça démarre déjà par la communication. Vous n'êtes pas Parlons-nous. concurrent, pour vous êtes Non, c'est des collègues. Des collègues. J'ai jamais eu de concurrents dans mon entreprise. Jamais. J'ai eu des collègues. Et combien de fois je suis allé chez des clients qui me disaient, vous êtes le 5e qui vient, si vous saviez comment ils étaient. Non, madame, ils se sont peut-être loupés sur le chantier, mais c'est des professionnels, ils sont installés, ils sont inscrits. Donc, c'est pas des professionnels. Mais si, ils ont eu un passage à vide. J'essaie de défendre. Oui, vous défendre. Alors, il y a quand même un mauvais côté volé. Les artisans ne brillent pas toujours par leur honnêteté. J'ai su faire ce qu'il fallait, même en tant que président de chambre de métier, où des fois on reçoit les doléances de clients et où on a fait venir des chefs d'entreprise pour leur dire bon, là, t'es passé au feu rouge, t'avais 3 grammes, t'as insulté le gendarme et tu veux qu'on t'aide. Compliqué. Quand on a fait tout ça, c'est compliqué. Donc oui. on s'est balayé un petit peu devant notre porte aussi. C'est pas facile. Et c'est pour ça. Restons dans la formation, puisqu'on va parler de l'apprentissage, du CAP, du BEP, du Bac Pro. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui veulent toujours, qui ont toujours cette envie de transmettre? Il y a quelques aides de l'État qui, malheureusement, baissent. Donc aussi, ça peut être un frein pour le chef d'entreprise de prendre un apprenti. Quelle est la différence aussi entre le contrat d'apprentissage, pour les gens qui nous écoutent, et le contrat en alternance? Alors, d'abord, les entreprises continuent à prendre des jeunes en formation. Elles continuent. Pour ceux qui étaient d'abord apprentis et qui sont devenus chefs d'entreprise, c'est beaucoup plus facile parce que c'est quelque part leur culture aussi. Ils ont appris le métier chez un employeur et ils le retransmettent. Voilà. Pour d'autres, c'est l'arrivée dans le secteur des métiers et se dire qu'il y a quelque part des jeunes qui sont pas loin de chez eux, parce qu'on a un problème de mobilité dans l'apprentissage, mais des jeunes qui sont pas loin géographiquement et qui ont envie d'apprendre un métier quel qu'il soit, ils ont eux la chance d'exercer ce métier. On essaie de les mettre en relation grâce également à un service à la chambre de métier, le centre d'aide à la décision. Ça sert à amener une facilité et un accompagnement au chef d'entreprise pour prendre un jeune et à un jeune de trouver un chef d'entreprise. Après, vous avez dit que les aides ont baissé. Oui, on fait partie, on contribue, comme tout le monde, à cette économie de 44 milliards que l'État doit faire. On le fait au niveau des chambres de métiers, puisque l'État va prendre sur la cotisation des chefs d'entreprise 60 millions d'euros. Ça, elle le prend directement sur la cotisation du ressortissant des chambres de métiers. Et elle a également écorché l'aide à l'apprentissage. Ce qui, pour moi, n'est pas une excellente idée, dans la mesure où on a déjà constaté que 65 000 contrats n'ont pas pu se faire.
65 000 contrats, c'est 65 000 jeunes qui continuent dans la précarité et qui continuent à vivre avec le RSA jeune, certainement. Il y a des aides financières que l'État met en face. Donc, d'un côté, on les pénalise. C'est quelque part illogique. Oui. Est-ce qu'on s'est posé la question des répercussions que ça pouvait avoir sur le financement de l'apprentissage et surtout sur le bien-être de ces 65 000 jeunes qui n'ont pas leur contrat aujourd'hui? Je le disais tout à l'heure, un jeune qui a un contrat d'apprentissage aujourd'hui, il retrouve le sourire, il retrouve la citoyenneté, il retrouve le lien social et il va avoir la chance de pouvoir apprendre un métier en étant financé. Bien souvent, on paye pour les études de nos enfants. Là, c'est le contraire. Moi, j'ai payé pour les études de mes enfants, qui étaient pour l'une professeur des écoles, l'autre infirmière. J'ai payé des études, j'ai payé des locations d'appartements, j'ai payé des transports. Et en même temps, dans l'entreprise, je payais un salaire pour des jeunes à qui j'apprenais l'électricité. Et je me disais, mais le monde est mal fait. On devrait presque me payer parce que j'envoie mes filles à l'école. Eh oui, le monde est mal fait, il y a des choses à améliorer. Est-ce qu'un jeune qui fait ce cursus de CAP, c'est pas forcément un échec scolaire? On peut pas, parce que beaucoup ont pu dire à une époque que si on partait vers la voie CAP, BEP, c'était parce qu'on était un échec scolaire, parce que n'était pas bon à faire autre chose. Ouais. Alors, on l'entend moins. Cette sanction éducative qui était de dire votre enfant, il fait rien à l'école, on va l'envoyer faire un CAP de maçon, on l'entend moins. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que dans les entreprises, les compétences sont importantes en matière d'exercice professionnel pur, mais elles sont importantes en matière de connaissances générales. Un gamin qui ne sait pas lire, écrire, compter, il ne peut pas être aujourd'hui même dans un salon de coiffure. Il y a des osages, il y a des grammages, il y a plein de choses qui font que dans tous les métiers, on a besoin d'une compétence. Et cette compétence-là, même si on l'entend moins, on voit encore la sanction qui s'opère parce qu'un jeune qui a 17 de moyenne générale, il faut qu'il se bagarre pour quitter les bancs de l'école. Mais celui qui, malheureusement, est un trouble dans le bon fonctionnement, celui-là, on va peut-être lui conseiller de partir en voie d'apprentissage. Voie de garage, oui, c'était le terme qui était employé par le passé. Souhaitons qu'il n'existe plus ce terme-là, parce que quand on dit voie de garage pour ce que j'appelle moi une voie royale dans l'exercice d'un métier, quand on voit les jeunes qui derrière passent des fois des concours de meilleurs apprentis de France, ce sont des médailles d'or qui sont remises au Palais de l'Élysée. Quand on voit ces parcours professionnels où certains, après quelques années d'exercice de profession, deviennent meilleurs ouvriers de France, on se dit que heureusement qu'il n'était pas fort à l'école, qu'il a pu devenir charpentier. Heureusement qu'il n'était pas fort à l'école, qu'il a pu devenir pâtissier ou qu'il a pu devenir charcutier. Parce qu'aujourd'hui, il a 4 ou 5 boutiques, il a 12 collaborateurs et puis peut-être qu'il peut s'acheter la Mercedes plutôt que la Clio aussi, il faut le dire. Voilà. Vous y tenez à cet exemple, entre la Mercedes et la Clio. J'ai rien contre Renault. On parlait tout à l'heure de la transmission. Il y a un exemple, Notre-Dame de Paris vient d'être inauguré, un escalier, et fait incroyablement avec la moyenne d'âge des jeunes qui ont fait cet escalier, qui a été inauguré par le président de la République, 25-27 ans. Ouais. C'est un bel exemple pour vous du monde de l'artisanat? Bien sûr, bien sûr. Une fierté? Heureusement que ça a été médiatisé. Ça permet de donner la possibilité à des jeunes de croire à un certain métier manuel. On a vu dans cette rénovation, dans cette reconstruction, la noblesse de tous les métiers, que ce soit les vitraux, la taille de pierre, la maçonnerie, soit la charpente, que ce soit tous les métiers qui ont pu rentrer à Notre-Dame ont démontré qu'il était indispensable aujourd'hui, en matière de formation, d'amener en face de chaque chef d'entreprise un jeune en contrat d'apprentissage. Et ce jeune, au-delà d'être émancipé financièrement, il va permettre de conserver le patrimoine, ce qui risque de se perdre petit à petit, mais il va surtout permettre de maintenir des activités et de maintenir ce que j'appelle moi les richesses territoriales. Parce que c'est du financier. Un boulanger dans une commune, tant qu'il est là, il y a une vie sociale. Mais il y a surtout aussi, il y a des charges qui sont payées à la commune et il y a une activité qui fait que les gens ils peuvent aller acheter le pain, ils peuvent aller chez le coiffeur, prendre un taxi, aller chez un taxidermiste. On a tout un tas de professions, mais personne ne sait même la quantité et la richesse de chacun de nos métiers. Si quelqu'un nous écoute et que son enfant est aujourd'hui en quête de l'apprentissage, il peut venir vous voir. Vous avez aussi des entreprises,
quelque part des offres d'emploi ou des offres d'apprentissage? On a sur plusieurs secteurs géographiques, puisque ça c'est important, je le disais par rapport à la mobilité, on a dans plusieurs métiers des contrats d'apprentissage, ce sont des offres qui sont non pourvues. Où on sait aujourd'hui pertinemment que M. Dupont, M. Martin, M. Jacques a envie d'avoir un apprenti dans son entreprise, sauf qu'on n'a pas le public. Donc moi je les invite à se rapprocher des chambres consulaires, parce que s'il se trompe de porte, l'orientation fera que s'il va à la chambre d'agriculture parce qu'il veut être boucher, on va lui dire non, c'est pas chez nous. Chez nous, c'est uniquement l'élevage, c'est la découpe de la viande, mais va à la chambre de métier. À la chambre de métier, tu dis que tu viens de chez nous, que tu veux être boucher ou charcutier, et on va te prendre en charge, on va s'occuper de toi, on va t'amener peut-être vers un chef d'entreprise. On le fait. Ce qu'il nous manque aujourd'hui, c'est de pouvoir renseigner au maximum le public des Hautes-Pyrénées, le public de la région Occitanie, le public national. Et vous êtes un contributeur indispensable. Et aujourd'hui, j'en profite et je vais utiliser au maximum mon temps de parole parce que je pars du principe que cette opportunité que vous donnez à la Chambre de métier de s'exprimer va me permettre de renseigner en quelques minutes un maximum d'auditeurs, parce qu'on sait tous que dans notre quartier, dans notre famille, autour de notre table, sur notre terrain de sport, dans nos associations, il y a des jeunes qui attendent une orientation professionnelle et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Eh bien, sachez qu'on va pouvoir leur démontrer par A plus B qu'ils sont forts, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont compétents et qu'ils sont utiles à la société. Et quand on aura répondu à tous ces besoins, on pourra former nos jeunes. Eh bien, on aura un autre regard. Oui. Si on pousse la porte de la chambre de métier, là, vous donnez un autre regard sur ces chambres consulaires qui paraissent des fois froides et dont on n'a pas forcément envie de franchir. C'est vrai qu'on est resté trop longtemps avec la lumière allumée et la porte ouverte, on attendait que le client rentre. Aujourd'hui, on a décidé, et on le fait depuis 2010, on a mis des référents cantons. Ce sont des chefs d'entreprise qui sont élus de la Chambre de métier de l'artisanat et qui sont dans un secteur géographique que l'on dit éloigné de Tarbes. On en parlait en aparté tout à l'heure, nos vallées, elles sont longues, elles sont profondes, mais elles ne communiquent pas transversalement. Donc, on a la preuve que ça fonctionne. Quand il y a eu la crue des Gaves, on est passé par la voie verte avec des collègues artisans qui avaient des pick-up, des 4x4, des véhicules tout-terrain pour aller voir comment se portaient les entreprises de l'autre côté des routes qui étaient complètement inutilisables. On a fait faire de l'héliportage de matériel pour pouvoir servir les populations de Cotteret et au-dessus qui avaient souffert de ces inondations. C'était notre travail du réseau consulaire. CCI, Chambre de métier, Chambre d'agriculture. On a fait ce qu'on appelle, nous, de la mixité d'intelligence pour servir les intérêts communs. Et heureusement que nous étions là. Donc cette volonté dans les territoires d'avoir des représentants de la Chambre de métier, on les a dans tous les métiers, on les a dans tous les secteurs géographiques, on les a hommes, femmes, on les a dans toutes les familles professionnelles. C'est parce qu'on veut rendre un maximum de services dans la proximité. C'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être, notre ADN. Ouais. Voilà, notre ADN. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, on va parler maintenant de la retraite. Voilà, quand on arrive au bout, c'est beau aussi de transmettre quelque chose soit à un membre de sa famille, son enfant des fois, ou un ouvrier, un employé qui était là et dont on sent qu'il peut prendre les rênes et la succession. Ou bien sûr une personne étrangère. On le voit souvent dans le journal de TF1, ils recherchent à droite et à gauche, dans le village, SOS Village, des artisans, des épiceries, des coiffeurs, et ça aussi, ça contribue à redonner une belle image du monde de l'artisanat. La retraite, est-ce qu'on est riche lorsqu'on part à la retraite? On sait que les cotisations... Voilà, on a du mal à donner un petit peu plus parce que souvent il faut vraiment les cotisations sont minimes lorsqu'on est artisan ou commerçant et il faut s'en payer avec des sociétés extérieures pour avoir une retraite. Comment ça se passe la retraite pour un artisan et comment on transmet? Peut-être que là, on va faire parler Margot Hérin, qui est quand même chargée de développement économique. Et vous êtes la référente d'ailleurs à la Chambre des métiers et de l'artisanat pour la transmission d'entreprise. Alors, vous allez animer mardi prochain, mardi 30 septembre à 18h, à l'espace Interentreprise 33 avenue du Général Leclerc
à Bagnères de Bigorre, donc cette réunion d'information. Tout à fait, on sera 2 collègues donc de la chambre de métier. Je serai avec Samantha Olivares donc pour animer cette réunion d'information en partenariat avec la CARSAT. La retraite, c'est souvent un sujet compliqué. Parfois, la CARSAT, les artisans ont du mal à avoir un rendez-vous, à avoir des informations. Il y a eu beaucoup de changements aussi ces derniers temps. Donc aujourd'hui, combien je vais avoir, quand est-ce que je peux l'avoir, est-ce que j'ai droit à une retraite progressive, anticipée, les trimestres cotisés, les trimestres validés, tout ça, il y a quand même un gros flou. Donc on va être là pour décortiquer un petit peu tout ça. On va prendre le temps. Et à l'issue de la réunion, il y aura la possibilité de prendre un rendez-vous en direct avec la CARSAT. Voilà, donc il va Qui souvent. est la CARSAT, pour expliquer aux gens, c'est quoi la CARSAT? C'est la caisse de retraite. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors pour la transmission, puisqu'il y a aussi ce volet de je prends ma retraite et je veux transmettre mon entreprise, elle a une valeur. Qu'est-ce qu'on vend? On vend du stock. Si par exemple vous êtes vous-même président, vous êtes un électricien, vous pouvez avoir du stock. Hein. Et puis également, elle a une valeur, votre entreprise, hein, ça aussi. Oui, on va être là pour discuter de tout ce qui va se passer autour de la transmission. Qu'est-ce que je vais vendre? Comment je le vends? Qu'est-ce que je valorise? Est-ce que j'ai des salariés? Pas de salariés? Est-ce qu'il faut... Voilà, la transmission, ça s'anticipe. Dire aujourd'hui, je veux vendre pour dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va être compliqué. En moyenne, il faut entre 1 à 2 ans pour vendre son entreprise. Donc, il faut prendre le temps d'y réfléchir et de se dire aussi, je vais vendre mon bébé que j'ai depuis 20, 25 ans. Donc, il y a un travail psychologique avec le cédant. Voilà. Et on est là pour accompagner les cédants sur tout ça, faire un diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut améliorer peut-être dans l'entreprise pour la vendre d'ici 1 ou 2 ans, voilà, et se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'elle vaut. Donc on est là pour faire cet accompagnement, ce travail d'estimation et éventuellement mettre en vente l'entreprise et faire la mise en relation, matcher avec un éventuel repreneur. Je suppose que si on ne peut pas venir à cette réunion mardi 30 septembre à 18h, on peut venir, bien sûr, franchir la porte de la Chambre des métiers. Bien sûr, il ne faut pas hésiter. Et vous avez entendu, Président, il faut 2 ans avant de... Peut-être que vous avez déjà un peu anticipé, vous, puisque vous voulez assister à cette réunion, c'est que vous avez des envies peut-être de retraite. En tant que bénéficiaire d'un droit acquis pendant de nombreuses années, le droit à la retraite. Oui, j'y vais parce que je me dis que déjà la Chambre de métier fait le nécessaire. Il faut au moins que je montre l'exemple. Je vais faire valoir mes droits à la retraite. Donc j'utilise encore une fois le service que j'ai utilisé en 1987 quand j'étais salarié d'Alstom et que j'ai créé mon entreprise. Et c'est pour démontrer, s'il fallait encore le faire, que la Chambre de métier elle est utile du premier jour au dernier jour d'un parcours professionnel, quel qu'il soit. Voilà. Et organiser ce genre de manifestation. C'est rentré dans l'émission de la Chambre des métiers, bien sûr, de donner de l'information et d'accompagnement donc, des artisans. Je dis toujours que quand à la Chambre de métier on ne trouve pas une réponse, il est indispensable que l'agent économique qui reçoit l'interlocuteur lui trouve la réponse. Même si chaque agent économique, chaque agent économique a énormément de cartes de visite. On a énormément de compétences, on a énormément de valeur ajoutée dans l'accompagnement, mais à un moment donné, on ne peut pas tout savoir. Mais quand on ne sait pas, c'est le mot d'ordre, et ils le font brillamment, c'est que chaque fois qu'il y a une impossibilité de réponse à l'instant T, on va accompagner le chef d'entreprise soit pour aller chercher la réponse ailleurs, soit on va lui amener la réponse qui va venir par ailleurs. Donc, on est toujours présent, on ne laisse jamais quelqu'un sur le bord de la route. C'est avec ce mot que va se clôturer cette émission. Merci beaucoup. Il y aurait bien sûr plein de choses d'autres à dire sur la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hautes-Pyrénées, bien sûr d'Occitanie, vous l'avez dit, c'est départemental, régional et national. Merci à vous, Daniel Pugès, vous êtes donc électricien sur Barbazan-des-Battes et président de cette Chambre consulaire pour le département de Pyrénées. Merci aussi à vous, Margot Hérin, chargée de développement économique, et vous êtes référente pour la transmission d'entreprise, donc vous serez bien sûr présente dans cette réunion mardi 30 septembre à 18h à l'espace Interentreprise 33 avenue du Général Leclerc, c'est à Bagnères de Bigorre, et on aura bien sûr tous les renseignements pour à la fois la retraite et aussi, si on a la chance, la transmission. Quel bonheur de voir son entreprise peut-être perdurer après la cessation d'activité.
Merci beaucoup d'avoir donné la possibilité à la Chambre de métier d'avoir ce temps de parole qui est quelque chose d'important en matière de formation, vous l'avez dit, je le rappelle, l'apprentissage voie royale pour trouver un emploi. Et puis, au niveau économique, les artisans, il faut les aider, il faut les accompagner, il faut être présent, il faut leur réserver les achats. C'est indispensable. Écoutez, si on a le même accueil que vous êtes dynamique à la Chambre des métiers, franchement, n'hésitez pas, franchissez la porte. Et si vous n'avez pas l'information immédiatement, on l'aura compris, vous demandez à vos collaborateurs, bien sûr, de trouver les réponses et de revenir vers l'artisan ou la personne qui veut créer son entreprise pour avoir toutes les réponses. Grand merci à vous. On n'a peut-être pas donné l'adresse. Vous savez que vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, à la Chambre... 10 biscuits du 4 septembre. Du 4 septembre, voilà. À côté de la sécurité sociale. Voilà, au centre-ville. On fait angle de rue. On fait angle de rue, comme ça on les vu de partout. Depuis des années. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase.